Salut les compagnons! Si tu as suivi mes péripéties, tu sais que ça fait maintenant plus d'1 an que je me suis remis en freelance après avoir été salarié pendant 10 ans en start-up, puis avoir géré mon studio de développement pendant encore 10 ans. J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale et j'ai toujours détesté avoir un lien de dépendance trop fort à une personne ou une entité. Ouais, je sais, il y a des trucs dans mon enfance à régler. Et ça fait partie des choses que j'ai tout de suite aimées en me mettant à mon compte. Je ne dépendais non plus d'un seul contrat ou une seule entité, mais plusieurs, et c'est quelque chose qui me rassurait. On a ce vieil adage qui nous invite à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Eh bien, je l'ai simplement appliqué à mes revenus. Quand je suis repassé freelance, je ne partais pas tout à fait de zéro. J'avais acquis pas mal d'expérience non seulement en technique, mais aussi sur des sujets comme la gestion d'entreprise, ou le commerce, ou le marketing. J'avais aussi posé le projet Artisan Développeur, qui comprenait plusieurs milliers de membres sur la liste email, un podcast qui commence à faire un peu référence dans le milieu des développeurs, et une chaîne YouTube naissante, celle-là. Mon point là est de te montrer que si j'ai pu faire ce que j'ai fait aussi rapidement, c'est-à-dire en quelques mois, c'est parce que j'avais déjà certaines compétences et fait des choses pendant longtemps qui m'ont permis de gagner du temps. Donc si tu souhaites toi aussi emprunter ce chemin et que tu débutes dans ta démarche de diversification, rassure-toi, si ça prend du temps, c'est juste normal. Je sais, ça serait plus vendeur de te raconter une belle histoire qui t'explique comment j'ai atteint une certaine abondance du jour au lendemain en appliquant ma super méthode que je vais te vendre à la fin de cette vidéo. Mais non, j'ai rien à te vendre, pas encore. Et la vérité, c'est que bâtir, ça prend du temps. Enfin, tu remarqueras que la démarche que je t'explique est valable quel que soit ton statut, freelance ou salarié, ça fait guère d'importance. C'est juste qu'en tant que freelance, tu auras peut-être plus de souplesse sur ton temps. Mais tu peux tout à fait appliquer la même logique et considérer ton salaire comme une source de revenus parmi d'autres. Cette introduction étant faite, entrons dans le vif du sujet. Alors encore un petit disclaimer. Comment on traduit ça en français, tiens? Je vais te donner des chiffres, rassure-toi, mais pas des montants. D'abord parce que j'ai une certaine pudeur sur cet aspect, du moins en public. Et puis surtout, l'objet n'est pas de savoir si je gagne 10 000 euros par an, 100 000 euros par an ou 1 million d'euros par an. Bon, je te le dis tout de suite, je suis encore loin du million, mais ça pourrait changer un jour. Je te raconte tout ça dans une future vidéo. Donc, je vais te présenter non pas des chiffres, mais des proportions. Je veux avant tout te présenter une démarche pour que tu t'en inspires et que tu construises ton propre modèle. Bon, après, les plus malins qui savent faire une règle de 3 pourront toujours retrouver les montants, mais c'est pas mon propos. Je te l'ai dit, je n'aime pas dépendre d'une seule source de revenus, ça me stresse. En vrai, être salarié est pour moi plus stressant que freelance, entre autres pour ce point. En parallèle de ça, je cherche depuis des années à générer des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus qui tombent presque tout seuls sans que tu aies trop à t'en occuper. Ces deux dynamiques m'ont poussé à tester plusieurs choses et j'aimerais te montrer là où j'en suis aujourd'hui. Les proportions que je vais évoquer sont une photo du premier semestre 2022. Source numéro 1, le freelancing blockchain. Cette première source de revenus a généré 30% du chiffre d'affaires. Alors attention, dans toute cette vidéo, je parle bien en chiffre d'affaires hors taxe, pas en bénéfice, encore moins de ce que je mets dans ma poche. Oui, je parle bien d'activité freelance. Alors tu vas me dire, mais Benoît, tu nous vends le rêve de revenus passifs et tu parles de vendre ton temps, le truc le moins scalable. Eh bien oui, pour une raison très simple. J'aime ça, je kiffe de bosser dans la blockchain et si ça génère 30% du chiffre d'affaires, ça m'occupe clairement plus des 2/3 de mon temps. Et c'est ok pour moi parce que j'adore nager dans le VM à longueur de journée. Il n'y a pas que l'argent dans le salaire. Source numéro 2, le cercle de développeurs freelance. Avec le cercle, on entre dans un autre type de revenu, celui des produits. Autant le revenu généré par le freelancing est une fonction assez corrélée à mon temps, quand bien même il peut y avoir un gros coefficient multiplicateur si tu vends de la valeur ajoutée forte, autant le revenu des cercles sont décorrélés de mon temps et l'activité peut très bien passer à l'échelle. D'ailleurs, si on est aujourd'hui 21 membres dans le cercle, mon ambition d'ici quelques années est d'arriver à une centaine. Et normalement, cela ne me prendra pas forcément beaucoup plus de temps à gérer. Par contre, j'ai toute une équipe pour m'aider et une structure de coûts bien différente. En tant que freelance, j'ai juste mon loyer, mon électricité et mon ordi à payer. Pour les cercles, il y a de nombreuses dépenses, que ce soit pour payer les intervenants ou les gens qui m'accompagnent et qui m'aident à développer le cercle. Cette source de revenus génère elle aussi 30% du chiffre d'affaires sur le premier semestre 2022. Encore une fois, on parle bien en chiffre d'affaires. La marge est bien moindre qu'en freelancing, tu l'as compris, puisque j'ai pas mal de coûts associés dans ce cas. C'est moins rentable, mais ça passe mieux à l'échelle. Et c'est typiquement le genre de projet qui est beaucoup plus cool pour tout le monde quand ça grossit un peu. Et accessoirement, je kiffe faire ça en fait. Source numéro 3, le cursus artisan développeur.
Sur ce premier semestre, cela a représenté 18% du chiffre d'affaires. Le cursus, c'est tout le parcours de formation qui t'apprend à écrire du code durable. On y travaille sur des principes de design avec un gros focus sur certaines pratiques comme le TDD. J'ai mélangé là les deux canaux de distribution, le B2B et le B2C. C'est-à-dire que j'y intègre autant les ventes faites à des développeurs qui veulent se former eux-mêmes que les entreprises qui m'achètent le cursus pour leurs collaborateurs. Pour moi, on n'est pas encore dans du revenu passif. Certes, le cursus existe et le gros de l'effort a été fait pour le produire. Mais il faut intégrer aussi l'énergie que j'utilise pour faire vivre différents médias, comme le podcast ou cette chaîne YouTube. Il faut aussi compter l'énergie consacrée à promouvoir le cursus et faire des opérations de communication. Si j'arrête de bosser dessus, le chiffre d'affaires va chuter lui aussi. Donc pour moi, le cursus entre plutôt dans la catégorie des revenus issus des produits. Source numéro 4, le coaching. Là aussi, je mélange le coaching fait avec les individus, que ce soit des développeurs qui veulent par exemple bâtir une carrière de manager pour devenir CTO, avec l'accompagnement en entreprise, c'est-à-dire les coachings d'équipe qui tournent en général autour du cursus artisan-développeur. Cette source de revenus représente 12% du chiffre d'affaires et fait partie des revenus actifs. Comme le freelancing, le revenu est directement corrélé au temps que j'y passe et c'est quelque chose qui passe assez mal à l'échelle. Alors là aussi, pourquoi j'y passe du temps ? Eh bien, parce que je prends aussi beaucoup de plaisir à voir les progrès des gens que j'accompagne. Et puis, il faut reconnaître que ça peut être aussi rémunérateur, donc je vois pas pourquoi je m'en priverais. Source numéro 5, le sponsoring. Sur ce début d'année, ça représente 6% du revenu. Alors, j'ai déjà testé par le passé de faire du sponsoring et j'étais mitigé. Je trouvais que ça posait beaucoup de contraintes, que ce soit sur la création, le calendrier de publication ou le processus de production. Et à vrai dire, ça me gonflait un peu. J'aime bien avoir la liberté totale sur mes médias. Et puis, si je veux rester intègre minimum, je me voyais mal faire la promotion de boîtes qui portaient des valeurs ou une manière de faire avec lesquelles je n'adhérais pas. Donc, je restais à l'écoute d'opportunités sans trop appuyer dessus. Et quand on a commencé à travailler avec Agicap sur cette question, j'ai tout de suite été emballé par le projet. D'abord parce que j'avais rencontré des gens de chez eux et l'expérience avait été très cool. D'ailleurs, je t'invite à découvrir les podcasts avec Lucas Bertola et Thomas Pierrin. Et ensuite parce que je pense qu'Agicap est un endroit excellent pour progresser et déployer ses compétences dans le craft. Donc pour moi, le jeu en valait la chandelle. Cela posait certes des contraintes, mais c'était l'occasion de présenter une belle boîte à la communauté et de générer du revenu, tout en créant du contenu top moumoute. En particulier, va jeter un œil au live fait avec Caro et Pauline sur l'architecture hexagonale. Bref, tout le monde était gagnant. Source numéro 6, le minage. Là, on entre dans la catégorie de revenus passifs. Cela me prend très peu de temps. Les investissements ont été faits, que ce soit en matériel ou en acquisition de compétences, et je n'ai plus qu'à suivre ce qui se passe et faire des mises à jour de temps en temps. Ça représente 2% des revenus. Clairement, c'est faible. Je me suis pas mal interrogé sur comment passer à l'échelle et j'en ai conclu que c'était probablement pas le moment. En dehors des aspects écologiques, énergétiques et toutes les évolutions qu'il y a autour de la migration du Proof of Work vers le Proof of Stake, faire du minage à large échelle, du moins assez pour en vivre, cela demande de régler certains types de problèmes comme gérer des entrepôts, les sécuriser, les refroidir, acquérir du matériel, assurer l'approvisionnement en électricité, bref, des problèmes qui ne m'amusent pas vraiment. Et du coup, j'ai décidé de garder ça comme une petite activité vraiment marginale, mais qui est importante selon moi pour rester connecté à mon industrie et assurer la source numéro 1 de revenus, c'est-à-dire le freelancing blockchain. Le minage, je le vois aujourd'hui plus comme un hobby rémunérateur qu'une réelle activité. Source numéro 7, les formations LinkedIn Learning. Elles aussi représentent 2% du chiffre d'affaires. Ce sont des cours que j'ai fait en collaboration avec LinkedIn Learning et qui sont distribués exclusivement sur leur plateforme. Et là, tu pourrais me dire, mais enfin, pourquoi séparer les revenus et le considérer comme passif alors que le cursus, qui lui aussi est de l'e-learning, est considéré comme un produit? Eh bien, c'est très simple. Là, dans ce cas, une fois que le contenu est produit, je n'ai littéralement plus rien à faire. C'est LinkedIn Learning qui assure la promotion du contenu et tous les trimestres, je reçois des royalties. Je peux disparaître pendant 6 mois au milieu du Pacifique et non seulement je continuerai à percevoir mes revenus, mais le montant augmentera au fur et à mesure du développement de la plateforme. Donc je récapitule. Les revenus actifs représentent 45% du chiffre d'affaires, les produits 51% et les passifs 4%. Mais en termes de temps passé, on est plutôt sur du 70% d'actifs, 29% de produits et 1% de passifs. Clairement, si je suis satisfait de ces résultats au bout de 9 mois de freelancing, j'aimerais faire évoluer ça. En particulier, j'aimerais que la part de passifs soit plus importante et que la somme des produits plus passifs assure mon minimum vital. Et sur ce point, on n'y est pas encore.
L'idéal serait même que les revenus passifs couvrent seuls le minimum vital. Mais je me rends compte que générer du revenu passif m'amène à passer du temps à faire des choses qui ne m'amusent pas beaucoup, ou du moins beaucoup moins que les autres activités. Du coup, j'ai du mal à m'y consacrer vraiment et à y mettre de l'énergie. Et c'est ok pour moi, en fait, je m'autorise à prendre le temps de mûrir tout ça et que ça puisse changer. Donc pour l'instant, j'ai une part importante de revenus actifs et je pense que ça va continuer parce que ça me nourrit et pas que l'estomac. J'espère que tout ça t'inspirera pour réfléchir comment structurer tes propres sources de revenus. D'ailleurs, si tu as des tips, des retours d'expérience à faire, partage-les dans les commentaires. Et dans le cas où tu es freelance, je t'invite à venir regarder ma conférence sur comment percer le plafond de verre de la régie. C'est gratuit et ça t'aidera à ouvrir tes horizons pour réduire les risques inhérents à ce statut et réfléchir ta propre structuration de revenus en tant que freelance. Si ça t'intéresse, clique sur le lien qui s'affiche quelque part ou dans la description. Ciao!